Nous accueillons sur Europe 1 et vous, Jean-Éric Brana, bonjour. Bonjour. Spécialiste des États-Unis, maître de conférence à l'université Paris 2, Panthéon-Assas. Jean-Éric Brana, nous parlions de l'arrivée prochaine d'un Donald Trump, président élu. Dans moins d'un mois, il sera à la Maison-Blanche. Et alors, j'ai envie de vous poser la question, quelle mouche a piqué le président élu? Il a une liste de courses au Père Noël, de cadeaux au Père Noël phénoménal. Panama, le Canada, le Groenland. Pourquoi de telles déclarations si tonitruantes, selon vous, de la part de Donald Trump, à moins d'un mois d'arriver à la Maison-Blanche? Alors bien écoutez, on vient de faire un retour dans le passé assez extraordinaire. Si vous vous remettez en 2017, ou plutôt de 2017 à 2021, vous aviez ce genre de déclaration quasiment toutes les semaines. Donald Trump a l'habitude de troubler le jeu politique et médiatique avec des déclarations à l'emporte-pièce qui ont l'air de nous mener nulle part, qui semblent illogiques et sur lesquelles tout le monde se met à disserter. D'ailleurs, vous avez entendu, depuis quelques jours, on nous parle du canal de Panama, de sa création, de comment il a été fait sous l'égide des États-Unis. On nous parle des relations avec le Canada en expliquant qui a fait le plus. On nous parle du Groenland en expliquant qu'il y aurait des moyens supplémentaires qui auraient... Et tout ça, c'est pas sérieux. En réalité, ce que nous fait Donald Trump, c'est qu'il est en train de noyer le poisson parce que l'urgence actuellement pour Donald Trump, c'est de faire accepter son cabinet, sachant que certains ont de vraies difficultés pour pouvoir convaincre, que ce soit Pete Hegseth, qui est pressenti pour la défense, que ce soit Kennedy pour la santé, que ce soit Tulsi Gabbard pour les renseignements, qu'il a des problèmes actuellement avec sa propre majorité, qu'il a contredit lorsqu'il y avait un accord à faire sur le budget il y a quelques jours, qu'il a une majorité très relative à la Chambre, à peine 3 voix, qu'il nous a annoncé beaucoup de choses pour le 20 janvier, je vous le rappelle quand même, dans l'ordre et en allant assez rapidement, une paix qui serait rétablie en 24 heures en Ukraine, 2000 milliards d'économies dans le budget des États-Unis, 11 millions de personnes qui allaient être expulsées. Bien sûr, tout cela est impossible à faire sur le début de son mandat ou même sur l'ensemble de son mandat. Alors il va nous parler de beaucoup d'autres choses qui vont nous occuper et c'est d'ailleurs ce qu'on fait. Un écran de fumée selon vous par le président élu. Tout de même, donc pour le Panama, le président élu Donald Trump dit que notre marine et notre commerce ont été traités de manière injuste, les frais imposés sont ridicules, très injustes, d'autant que quand on sait la générosité dont a bénéficié le pays, la veille de Noël, il a réitéré, c'est un pays qui nous arnaque, déclare Donald Trump. Vous avez rappelé, Jean-Éric Brana, les liens historiques qui lient les États-Unis avec le canal de Panama. Il a également des velléités sur le Canada, dont il voudrait faire un 51e État, et le Groenland. Expliquez-nous, est-ce que ce sont des velléités territoriales qui sont anciennes ? Non, mais encore une fois, on peut en parler aussi longtemps que vous voulez, mais il n'y a rien de sérieux du tout là-dedans. Avec le Canada, la difficulté, elle est dans les échanges commerciaux. Ce que nous dit Donald Trump à travers ces 3 points d'ailleurs, c'est que sa politique étrangère sera agressive, comme elle a pu l'être au cours de son premier mandat, que ce soit sur des échanges commerciaux. Au cours de son premier mandat, il a renégocié l'ALENA, c'est-à-dire cet accord qu'il y a en Amérique du Nord entre le Mexique, les États-Unis et le Canada. Aujourd'hui, il aimerait aller un petit peu plus loin parce qu'il trouve qu'il n'a pas obtenu suffisamment et donc il cherche à mettre en difficulté les Canadiens, ce qu'il avait déjà laissé entendre pendant sa campagne, puisqu'il expliquait que les Canadiens ne faisaient pas le travail, notamment sur l'immigration, et il veut le faire également avec le Mexique, puisque vous ne l'avez pas cité, mais ça fait partie aussi des velléités de Donald Trump. Pour le Panama, il s'agit de montrer de la même façon que, alors là le message s'adresse plutôt aux Chinois, que dans ce secteur-là, tout comme au Groenland, ce qui a à gagner, ce sera plutôt pour les États-Unis et pas pour les autres pays du monde. Et en mettant une pression particulière sur les dirigeants du Panama et sur les dirigeants danois, il leur explique qu'il vaut mieux se ranger du côté des États-Unis plutôt que de laisser venir les Chinois ou les Russes sur des terrains de jeu
jeu qui sont plutôt américains, parce que ces pays-là ont besoin du parapluie américain. C'est assez finement joué. C'est un message qui est relativement bien compris par ces pays, mais ça n'a évidemment rien à voir avec une revendication territoriale qui est absolument impossible. Donc vous nous expliquez qu'il nous refait le coup de 2016-2017 avec ses propos un peu ahurissants auxquels il nous avait habitués. Pourtant, pendant la campagne, on avait vu un Donald Trump qui paraissait plus assagi. Selon vous, rien n'a changé finalement? Alors, si, beaucoup de choses ont changé. En réalité, ce qui a changé, c'est qu'aujourd'hui, Donald Trump est devenu un véritable conservateur, ce qui n'était pas au cours de son premier mandat. Au cours de son premier mandat, c'était un PDG qui voulait diriger les États-Unis comme une grosse entreprise. Aujourd'hui, c'est toujours un ancien PDG qui veut faire du commerce et de la prospérité pour les États-Unis un axe majeur. On va ajouter quand même ce conservatisme qui s'est ajouté, qui satisfait d'ailleurs le camp républicain pleinement, et puis pleinement aussi la population américaine qui a voté pour lui. Il y a aujourd'hui un désir de retourner vers une stabilité conservatrice, notamment au niveau des valeurs, et Donald Trump porte cela pleinement dans ce second mandat. C'est quelque chose qu'on va voir très très vite se développer. Alors Donald Trump est-il la principale source de préoccupation? Faut-il s'inquiéter du retour de Donald Trump à la Maison-Blanche? Est-il une menace, un danger? On va se poser la question dans un instant. On se demande s'il faut s'inquiéter des propos ahurissants, tonitruants de Donald Trump. Avec Jean-Éric Brana, toujours avec nous, spécialiste des États-Unis, maître de conférence à l'Université Paris de Panthéon-Assas. Jean-Éric Brana, vous nous disiez qu'il ne fallait pas trop s'inquiéter des velléités, des prétendues velléités territoriales de Donald Trump. En revanche, ce qui alimente beaucoup de discussions, c'est le rôle trouble que joue Elon Musk dans la transition entre les deux administrations. C'est l'homme le plus riche du monde. Il est devenu l'un des meilleurs amis de Donald Trump pendant cette campagne. Il va rentrer dans l'administration. Quel rôle exact joue aujourd'hui Elon Musk auprès de Donald Trump? Alors, je pense qu'effectivement, il y a un point d'inquiétude assez fort avec Elon Musk, pas forcément d'ailleurs pour ce que l'on peut croire. Ce qu'il faut comprendre avant tout, c'est qu'il n'est pas ministre, contrairement à ce qui a beaucoup été dit. Il est conseiller spécial chargé de dégraisser le mammouth, dirait-on, dans notre pays, pour reprendre une phrase qui avait eu... Et il sait faire d'ailleurs dégraisser le mammouth. Il sait faire dans ses affaires à lui, c'est-à-dire du côté de Twitter, parce que la violence américaine fait qu'on peut être renvoyé de son emploi privé très rapidement, du jour au lendemain. Il n'y a pas de contrat de travail, donc ça va très vite. Maintenant, c'est pas tout à fait la même chose dans l'administration. Et l'administration, si elle a des fonctionnaires, c'est pour pouvoir fonctionner. C'est très compliqué d'enlever quoi d'ailleurs? D'enlever des profs, d'enlever des policiers, d'enlever des militaires, d'enlever des agents qui sont techniques ou d'entretien ou opérationnels à droite ou à gauche. Ça va être quelque chose d'assez monumental si Elon Musk passe à l'action. Or, il est en train de passer à l'action. Alors comment? Eh bien, il a, avec Donald Trump, bien sûr, créé un groupe de sénateurs et de représentants, de députés, qui sont chargés de ce fameux DOGE, ce département qui est chargé de dégraisser ce mammouth, pour pouvoir faire voter des lois ad hoc qui vont permettre de renvoyer des gens, de réduire des crédits, et ça risque effectivement de faire beaucoup de dégâts. Maintenant, on n'arrivera pas aux 2000 milliards de dollars qu'il a annoncé, puisque c'est un tiers du budget des États-Unis et que c'est bien sûr impossible à faire, mais ça arrivera à quelques centaines de millions et ça suffit à faire beaucoup de désespoir pour beaucoup de gens qui d'abord perdront leur emploi pour certains et puis pour d'autres qui perdront des services essentiels. Reste à voir lesquels. Bien sûr, il ne pourra pas toucher à l'armée. Jamais les républicains ne laisseront faire. Et c'est là quand même le plus gros budget des États-Unis. C'est 850 milliards de dollars. Il peut toucher à l'éducation, mais c'est pas comme en France. L'éducation est un tout petit ministère aux États-Unis puisque c'est une compétence des États. Et en réalité, ce qui est compétence fédérale, c'est ce qui permet de faire du bien commun. C'est par exemple s'occuper
des étudiants handicapés, de ceux qui ont besoin de besoins spécifiques pour l'éducation, et toucher à ces populations, c'est d'une violence extrême. Donc je ne vois pas trop comment Elon Musk va arriver à faire ce qu'il a annoncé. D'ailleurs, je rajoute tout de suite qu'il n'est pas tout seul, ils sont deux. Il y a également Vivek Ramaswamy avec lui, ils sont deux patrons, ce qui veut dire que dès le départ, Donald Trump n'y croit pas réellement ou ne croit pas réellement que Elon Musk restera là jusqu'à la fin, certainement. Sinon, il n'aurait mis qu'une seule tête à la tête de ce service qui, rappelons-le, n'est même pas un ministère. Jean-Éric Brana, accueillons ensemble Gaëtan, qui est avec nous, un auditeur européen. Bonjour Gaëtan. Oui, bonjour. Bonjour, vous nous appelez du Vaucluse, d'où exactement ? Du Vaucluse à côté d'Avignon, du côté de Carpentras. Eh bien, bienvenue sur Europe 1. Gaëtan, vous suivez cette arrivée prochaine, dans moins d'un mois, de Donald Trump. Est-ce que le président élu américain, avec ses propos, avec ses phrases ahurissantes, et avec Elon Musk dans ses bagages, il va s'installer à la Maison-Blanche, est-ce que cela vous inquiète ? Alors non, moi je fais pas partie de ceux qui sont inquiets de ça, pour plusieurs raisons. La première, c'est que tout le monde oublie que Trump a déjà été président des États-Unis. Alors, il est présenté comme le grand malade qui fait n'importe quoi, qui dit n'importe quoi, mais on oublie quand même qu'il a été déjà président des États-Unis. Je n'ai pas vu de guerre quand Trump était président des États-Unis. Vous avez vu des guerres, vous, créées par les États-Unis ou alimentées par les États-Unis ? Il y a eu des situations intérieures conflictuelles. On se rappelle d'une personne qui avait été tuée à Charlottesville. On se rappelle des émeutes qui avaient eu lieu. Quels que soient les présidents. Ça, c'est pas... Aux États-Unis, il y a des problématiques de ce type-là, quels que soient les présidents. Moi, je parle de ce qu'il a véritablement fait et initié. Je vois pas de guerre pendant son mandat. Donc tout le monde me dit qu'il est super dangereux, mais c'est quand même le seul qui a pas créé de nouvelles guerres au niveau international. Votre intervenant tout à l'heure parlait de politique étrangère agressive. Mais il a quand même prouvé qu'il a été capable de ne pas justement aller sur ce type de sujet-là. Donc moi, je suis pas trop inquiet par rapport à ça. Et j'ai pas vu non plus les États-Unis tomber dans les affres du nazisme pendant la présidence de Trump. Donc, vous voyez, non, je fais pas partie de ceux qui sont inquiets. Vous rappelez qu'il n'a quand même pas participé à maintenir une certaine stabilité de l'ordre mondial, on va dire, puisque il est allé saluer Kim Jong-un en Corée du Nord. Il a rompu le lien avec l'Iran. Il a mis à dos certains de ses alliés historiques. On pense à l'Europe, notamment. C'est pas quelqu'un qui, alors certes, il n'a pas déclenché de nouvelle guerre, mais on peut pas dire qu'il avait une politique étrangère particulièrement apaisée. Non, mais moi je vois le résultat, si vous voulez. Donc c'est effectivement tout ce que vous dites est vrai, mais il n'empêche que le résultat, c'est que pendant ces 4 ans que je crois de mandat de président des États-Unis, il n'y a pas eu de guerre. Il y en a eu avant lui, avec Obama notamment, qui est un des plus grands faiseurs de guerre des États-Unis. Et il y en a eu après, mais il n'y en a pas avec lui. Donc ça, moi je suis désolé, je reste factuel, je regarde déjà les actes concrets. Donc on nous annonce beaucoup de choses dans les médias. Mon Dieu, il est fou. Pareil avec Musk. Musk, c'est quelqu'un qui a déjà tout. Et moi, je suis beaucoup moins inquiet des actions de gens qui ont déjà tout que de gens qui n'ont rien. Parce que les gens qui n'ont rien, ils cherchent toujours à obtenir plus de pouvoir et plus d'argent. Ceux qui l'ont déjà, le pouvoir et l'argent, ils ont d'autres situations. Et d'ailleurs, on le voit très bien avec Gates. Bill Gates, qui est le contre-pouvoir de Musk, à mon sens, au niveau des républicains. On entend votre point de vue sur Europe 1. Merci beaucoup, Gaëtan. Jean-Éric Brana, spécialiste des États-Unis. Donc, Gaëtan n'est pas particulièrement inquiet par l'arrivée de Donald Trump. Pourtant, et on a parlé de sa politique internationale, et on pense aux dernières sorties d'Elon Musk, qui a insulté directement le chancelier allemand Olaf Scholz, qui a apporté son soutien à l'AfD, le parti d'extrême droite allemand. Selon vous, est-ce qu'il faut s'attendre à une politique étrangère particulièrement véhémente de la part de ce duo à la Maison-Blanche, Jean-Éric Brana ? Oui, alors on va quand même redire et souligner que Elon Musk n'est pas élu. C'est un point important quand même. Donc on va se concentrer sur Donald Trump, même si Musk est un de ses conseillers. Ça n'est qu'un conseiller et donc il peut partir du jour au lendemain. Il n'engage pas les États-Unis. Les élus au Congrès ne lui doivent aucun compte. Donc on peut parler d'Elon Musk pour sa puissance, mais c'est vraiment un tout autre sujet. Maintenant, quand il dit seule l'AfD peut sauver l'Allemagne, Elon Musk, on ne peut pas non plus le mettre sous le tapis. On peut pas le mettre sous le tapis, mais c'est un autre sujet. Moi, je veux bien parler d'Elon Musk. J'ai beaucoup plus de difficultés à le présenter comme étant représentant des États-Unis. C'est pas le cas. C'est une nuance quand même qu'il faut faire.
Quand Gaëtan explique que ceux qui ont tout ne sont pas dangereux, ça n'engage que lui. Hein. Moi, je crois qu'on peut avoir tout et être extrêmement dangereux. Elon Musk est quelqu'un, à mon sens, de dangereux, justement parce qu'il a tout, qu'il a beaucoup, qu'il possède une telle fortune de 400 milliards de dollars, rendez-vous compte quand même. Beaucoup de pays aimeraient posséder 400 milliards de dollars dans leur PIB. Hein. C'est quelque chose de phénoménal, et que cet homme-là semble inarrêtable. Or, pour la puissance du monde, la stabilité du monde, il va falloir un jour l'arrêter. Beaucoup déjà commencent à penser que sa mainmise sur les médias, sa façon de pouvoir influer sur la pensée des uns et des autres, ne serait-ce que parce qu'il répète à l'envi certains slogans sur Twitter, et qu'il a les algorithmes et la puissance pour le faire, parce qu'il contrôle l'espace, parce qu'il contrôle les votes aussi, ne l'oublions pas. Hein. Aujourd'hui, il explique qu'il va financer notamment Farage au Royaume-Uni, mais également tous les élus qui seront récalcitrants aux États-Unis. Eh bien, il fera des campagnes contre eux. La puissance de l'argent qui est utilisée pour nuire est un véritable problème. Mais il ne s'agit pas de Trump. Trump, maintenant, est un président. Il va agir en président. Alors, on peut aimer ou pas aimer Trump. Je pense aussi, comme l'a dit Gaëtan, il ne faut pas aller trop loin dans la critique, ne pas le traiter de nazi. Pour moi, rien de chez Trump ne ressemble à du nazisme. Trump aime bien prendre la lumière. Est-ce qu'il peut se sentir menacé par un Elon Musk ? Mais encore une fois, c'est pas la même puissance. Hein. Trump a la puissance de l'élection, et s'il est menacé par Elon Musk, il écartera Elon Musk, tout simplement. Et c'est certainement ce qui arrivera très rapidement. Les deux hommes sont des mâles alpha, c'est-à-dire que les deux ont envie de commander et de prendre la lumière, effectivement, de manière quasi équivalente. Je pense pas que Trump laissera Musk être devant. Souvenons-nous que la puissance de Musk dépend aussi de celle de Trump, puisque ne serait-ce qu'avec ces contrats qu'il a avec la NASA et le gouvernement américain, il dépend totalement de Trump. Et s'il est avec Trump aujourd'hui, c'est bien parce que Biden l'a brimé au niveau des contrats qu'il pouvait avoir. Ceci explique cela. Donc effectivement, Trump reste, à mon sens, beaucoup plus puissant que Trump sur le plan politique, que Musk sur le plan politique. Musk l'est beaucoup plus sur le plan de l'argent. Merci beaucoup Jean-Éric Brana d'être venu nous apporter votre analyse. Spécialiste des États-Unis, maître de conférence à l'université Paris 2, Panthéon-Assas.